La remise de diplôme était censée être le moment où tout prendrait enfin son sens. La preuve que toutes ces heures non payées, ces nuits blanches et ces sacrifices silencieux m'avaient valu un avenir dans l'entreprise familiale. Au lieu de cela, 3 jours après avoir traversé cette estrade, j'ai ouvert un mince dossier dans le bureau de mon père et j'ai réalisé que mon avenir avait déjà été cédé. Pas à un acheteur, pas à un partenaire, mais à ma sœur. Quand j'ai confronté mes parents, mon père a évité mon regard. Ma mère, non. Elle m'a regardé avec la même expression calme qu'elle utilisait pour prendre des décisions finales et a dit « Harper, tu es juste doué de tes mains, pas de ta tête. » Cette phrase a effacé des années de loyauté en un seul souffle. Alors, j'ai arrêté de travailler 60 heures par semaine sans salaire. J'ai arrêté de résoudre des problèmes que personne d'autre ne pouvait régler. Et quand mon père a finalement appelé, la voix tremblante, me demandant de sauver notre plus gros client, j'ai compris la vérité qu'il n'avait jamais prévue. Il n'avait pas donné l'entreprise à ma sœur. Il l'avait cédée parce qu'il pensait que je resterais toujours silencieuse. Je m'appelle Harper Collins, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté était quelque chose qui vous faisait gagner votre place. J'ai grandi dans notre atelier familial. Pas comme une visiteuse, pas comme une enfant qui passait après l'école pour s'amuser, mais comme une partie de la machinerie elle-même. Les bruits de métal meulé et de moteurs vrombissants m'étaient plus familiers que la musique. L'odeur d'huile s'accrochait si profondément à mes vêtements que même après les avoir lavés, elle me suivait dans les salles de classe et plus tard dans les dortoirs universitaires. Pendant que les autres enfants parlaient de week-end et de vacances, j'apprenais à repérer les petits problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux. J'ai appris à me taire et à garder mes mains occupées. À 16 ans, je connaissais le flux de travail mieux que la plupart des adultes sur le plancher. Les employés venaient me voir quand les machines tombaient en panne ou que les commandes tournaient mal. Même lorsque mon père se tenait à 10 pieds de là, je n'ai jamais remis cela en question. Je l'ai pris comme un signe que j'étais nécessaire, que j'avais de l'importance. Mon père, Richard Collins, aimait parler d'héritage. Il prononçait souvent ce mot comme une promesse, héritage, famille, sacrifice. Il parlait de la chance que nous avions d'avoir quelque chose à nous, quelque chose construit à partir de rien. Quand il parlait aux clients, sa voix était stable et confiante. Quand il me parlait, c'était généralement pour me dire ce qu'il restait à faire. Ma mère, Hélène, était différente. Elle ne se souciait pas beaucoup de l'atelier lui-même. Elle se souciait de son apparence extérieure. Des lignes épurées, une image de marque forte, les bonnes personnes voyant la bonne version de notre famille. Elle croyait que le succès était fragile et devait être géré avec soin. Avec elle, rien n'était jamais dit directement. Les attentes flottaient dans l'air, non dites mais pesantes, et j'ai vite appris que la décevoir signifiait devenir invisible. Et puis il y avait ma sœur cadette, Madison. Madison n'a jamais appartenu à l'atelier comme moi. Elle le traversait comme une invitée. Elle portait des chaussures propres qui ne ramassaient jamais la poussière. Ses mains étaient toujours douces, toujours vides. Lorsque les clients venaient, elle apparaissait sans effort, souriant au bon moment, riant aux bonnes blagues. Elle savait comment paraître importante sans jamais se salir. Mes parents la regardaient différemment, avec fierté, avec anticipation. Quand ils me regardaient, il n'y avait pas d'anticipation, seulement une supposition. J'étais celle qui resterait tard. J'étais celle qui s'en occuperait. J'étais celle à qui on n'avait pas besoin de demander. Les week-ends n'étaient pas des jours de congé. C'étaient des quarts de travail plus longs. Les étés n'étaient pas des pauses. Ils étaient la preuve que j'apprenais la responsabilité. Chaque fois que je posais des questions sur mon salaire, elles étaient balayées d'un revers de main. C'est pour la famille, ça te reviendra, tu construis quelque chose. Alors, je suis resté. J'ai travaillé 60 heures par semaine tout en jonglant avec mes cours. J'ai manqué des événements sociaux. Je me disais que le repos était pour les gens qui ne s'en souciaient pas autant que moi. Chaque fois qu'un projet réussissait, mes parents louaient l'entreprise. Quand quelque chose tournait mal, cela devenait tranquillement mon problème à résoudre. Madison, pendant ce temps, était présentée aux clients comme l'avenir. Elle assistait à des réunions auxquelles je n'étais pas invité. Elle parlait avec des phrases polies que je reconnaissais de ma mère. Personne n'a jamais dit que je ne pouvais pas être là. On ne me l'a simplement jamais demandé. Pourtant, j'y croyais. Je croyais qu'une fois mon diplôme obtenu, une fois revenu avec un diplôme, les choses changeraient.
J'imaginais être vu non seulement comme utile, mais comme capable. J'imaginais m'asseoir à la table au lieu de me tenir derrière. J'imaginais que toutes ces années d'endurance silencieuse signifiaient quelque chose. Je ne réalisais pas que dans ma famille, mon rôle avait déjà été décidé et que faire mes preuves n'allait jamais le changer. Pendant longtemps, la remise de diplôme a été ce qui m'a fait tenir. Chaque fois que l'épuisement s'installait, chaque fois que mes mains me faisaient si mal que je devais m'asseoir dans mon camion quelques minutes avant de rentrer chez moi, je me disais que c'était temporaire. Surmonte juste ça, finis juste tes études. Une fois que j'aurai le diplôme, une fois que je reviendrai avec quelque chose d'officiel entre les mains, les choses seraient différentes. Elles le devraient. Je n'ai pas seulement étudié pour réussir mes examens. J'ai étudié pour réparer ce que j'avais regardé se briser en silence pendant des années. J'ai appris les systèmes, la logistique, la planification, le genre de structure qui empêche les entreprises de s'effondrer sous la pression. En classe, je me surprenais à penser constamment à notre atelier. Combien de temps nous perdions à régler les mêmes problèmes encore et encore? Combien de retard aurait pu être évité si quelqu'un s'était donné la peine de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble? J'ai écrit des dissertations qui auraient tout aussi bien pu être des plans pour l'avenir de notre entreprise. Quand la remise de diplôme est arrivée, mes parents étaient assis au premier rang. Mon père a applaudi bruyamment quand mon nom a été appelé. Ma mère a souri pour les photos. Madison m'a serré dans ses bras après et m'a dit qu'elle était fière. Son téléphone était déjà orienté pour une photo. Je pensais que ce moment signifiait quelque chose. 3 jours plus tard, j'étais de retour à l'atelier. Même plancher, même bruit, mêmes attentes. Aucune réunion n'a été programmée. Aucune conversation n'a eu lieu. On ne m'a pas demandé ce que j'avais appris ou ce que je pensais que nous pourrions améliorer. J'ai enfilé mon tablier comme toujours et je me suis mis au travail, attendant le changement qui n'est jamais venu. Au lieu de cela, la charge de travail a augmenté. Les projets se sont empilés. Les délais se sont resserrés. Les semaines de 60 heures sont revenues comme si rien n'avait changé. Le paiement viendrait toujours plus tard. Quand j'ai proposé des idées, de petits ajustements au début, en faisant attention de ne pas paraître arrogante, mon père a hoché la tête et a dit que nous y réfléchirions. Ma mère m'a rappelé que le changement prenait du temps. Madison, pendant ce temps, a commencé à se montrer plus souvent. Elle ne restait pas longtemps. Elle ne travaillait pas sur le plancher. Elle arrivait vers midi, souriait aux clients, prenait des photos des pièces finies et repartait. Plus tard, je voyais ces photos en ligne, avec des légendes louant la vision et le leadership. Mes parents partageaient chacune d'entre elles. La première fois que cela m'a vraiment frappé, c'était lors d'un problème avec un client que j'ai résolu tard un soir. Une livraison avait mal tourné et je suis resté jusqu'à près de minuit pour la réparer. Le lendemain matin, mon père a remercié Madison devant l'équipe pour avoir si bien géré la situation. Je ne l'ai pas corrigé. Je me suis dit que c'était une erreur. Je me suis dit que la reconnaissance n'était pas importante. Je me suis dit d'être patiente, mais la patience commençait à ressembler moins à une vertu qu'à un piège. Des réunions ont commencé à avoir lieu sans moi. Rien de dramatique, juste des conversations qui s'interrompaient quand j'entrais. Des décisions déjà prises au moment où j'en entendais parler. Les emails auxquels j'étais autrefois en copie arrivaient après coup, si tant est qu'ils arrivaient. Le nom de Madison apparaissait plus souvent là où le mien n'était jamais apparu. Je l'ai senti avant de le comprendre. Quelque chose changeait, silencieusement et délibérément, et je me tenais au milieu de tout ça, travaillant toujours, donnant toujours, attendant toujours, pendant que l'avenir que je pensais avoir mérité se dessinait sans moi. Au début, je pensais que je l'imaginais. Que peut-être l'épuisement me rendait sensible. Que peut-être c'était ça, la croissance. Plus de responsabilité, moins de réconfort. Je me suis dit que les familles ne conspiraient pas contre les leurs. Elles ne mettaient pas discrètement quelqu'un de côté après avoir pris tout ce qu'il avait à donner. Mais les signes continuaient de s'accumuler. Les conversations cessaient quand j'entrais dans une pièce, puis reprenaient plus tard à huis clos. Les appels de fournisseurs qui m'étaient autrefois directement adressés étaient soudainement redirigés vers le bureau. Les emails des clients restaient sans réponse jusqu'à ce que Madison réponde avec des messages soigneusement formulés qui semblaient impressionnants mais ne disaient pas grand-chose. Quand des problèmes survenaient, ils trouvaient toujours leur chemin jusqu'à moi, mais sans reconnaissance, sans crédit, sans discussion.
J'ai commencé à remarquer à quelle fréquence mon nom n'apparaissait pas. C'était dans les petites choses au début. Des invitations de calendrier qui n'arrivaient jamais. Des discussions de stratégie dont j'entendais parler après que les décisions aient été finalisées. Des fichiers qui étaient autrefois partagés ouvertement portaient maintenant la mention « interne ». Personne ne m'a dit que j'étais exclu. On ne considérait tout simplement plus nécessaire de m'inclure. La nuit où tout a finalement basculé, l'atelier était inhabituellement silencieux. La plupart de l'équipe était partie tôt après une grosse livraison et le bourdonnement des machines semblait plus fort dans l'espace vide. Mon père m'avait demandé de prendre des papiers d'assurance avant de partir, quelque chose de routinier que j'avais fait 100 fois. Je savais exactement où il gardait les documents. En ouvrant le classeur, quelques dossiers ont glissé vers l'avant. L'un d'eux s'est arrêté à mi-chemin. Une étiquette dactylographiée propre a attiré mon attention, planification interne. Je me suis dit de ne pas regarder. Je suis resté là un long moment, la main posée sur le bord du tiroir, mon cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Je ne fouinais pas, me suis-je raisonné. On me faisait déjà confiance pour tout le reste. Quoi que ce fût, ça ne pouvait pas avoir tant d'importance. Je l'ai ouvert quand même. Au début, les mots étaient flous. Mes yeux parcouraient la page sans comprendre. La façon dont on lit quelque chose qu'on n'est pas émotionnellement préparé à traiter. Puis certaines phrases ont commencé à se démarquer. Structure de propriété. Calendrier de transition. Réalignement du leadership. Le nom de Madison apparaissait encore et encore. Le mien apparaissait une seule fois, sous une section intitulée « Rôle de soutien à éliminer progressivement ». Je l'ai relu, plus lentement cette fois, en espérant avoir mal compris. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas un brouillon. Ce n'était pas une possibilité. C'était un plan, détaillé, délibéré, déjà en cours. Des dates, des responsabilités, un avenir soigneusement tracé avec moi placé exactement là où il me voulait, utile, silencieux et temporaire. L'air dans la pièce semblait plus lourd. Les lumières bourdonnaient au-dessus de moi, soudainement trop fortes. J'ai refermé le dossier et l'ai remis exactement où il était, mes mains tremblant malgré mes efforts pour rester calme. C'est à ce moment-là que la vérité s'est finalement imposée. On ne m'oubliait pas. On ne me sous-estimait pas par accident. On m'effaçait exprès. Je suis rentré chez moi cette nuit-là et je suis resté éveillé, fixant le plafond, rejouant chaque conversation que j'avais jamais eue avec mes parents. Chaque fois qu'ils m'avaient dit d'être patiente. Chaque fois qu'ils m'avaient demandé d'aider juste un peu plus longtemps. Tout s'alignait trop bien pour être ignoré. Au matin, quelque chose en moi avait changé. Pas de la colère. Pas encore. Quelque chose de plus calme, de plus lourd. La conviction que si je travaillais assez dur, je serais finalement choisi, avait disparu. Le lendemain matin, je suis retourné au travail comme si de rien n'était. Même jean, même bottes, même hochement de tête silencieux à l'équipe en traversant le plancher. De l'extérieur, j'avais l'air exactement la même. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait changé. L'espoir qui m'avait alimenté pendant des années, la croyance que l'endurance serait finalement récompensée, avait disparu. Et sans cela, tout semblait différent. Je n'ai pas démissionné. Je n'ai confronté personne. Je n'ai pas élevé la voix ni fait de demande. J'ai simplement arrêté de porter ce qui n'avait jamais été à moi de porter. Quand l'horloge a sonné la fin de la journée, j'ai nettoyé mon poste, éteint la lumière au-dessus de mon établi et je suis parti. Pas de flânerie, pas de vérification des emails sur mon téléphone en rentrant chez moi. Si un problème survenait après les heures de travail, je le documentais et le mettais de côté pour le lendemain matin. Si une livraison était en retard, je transférais l'information au lieu de réorganiser tout mon emploi du temps pour le régler moi-même. Je n'ai rien saboté. J'ai suivi les règles à la lettre. Au début, personne n'a remarqué. Les systèmes que j'avais construits au fil des ans ne se sont pas effondrés immédiatement. Ils se sont étirés. Ils ont absorbé l'attention comme ils l'avaient toujours fait parce que je les avais conçus pour ça. Mais sans que j'intervienne constamment pour aplanir les difficultés, de petites inefficacités ont commencé à apparaître. Un fournisseur a appelé pour demander des éclaircissements sur des spécifications que je gérais habituellement. J'ai dirigé l'appel vers le bureau. Un client a envoyé un email tard un soir avec des questions techniques.
J'ai répondu poliment le lendemain matin et j'ai mis la direction en boucle au lieu de répondre directement. Les réunions s'allongeaient. Les décisions stagnaient. J'observais depuis la touche tandis que les problèmes que je résolvais en quelques minutes se transformaient en discussions d'1 heure. C'était inconfortable à voir. C'étaient des gens que je respectais, des travailleurs qui s'étaient tenus à mes côtés pendant des années. La culpabilité s'insinuait dans les moments calmes, me tentant de reprendre mon ancien rôle pour arranger les choses avant que quiconque n'en ressente l'impact. Mais je me suis rappelé le dossier, le plan, le fait que le système avait été construit pour fonctionner sur mon silence. Si je continuais à amortir les conséquences, rien ne changerait jamais. En dehors de l'atelier, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Un fournisseur avec qui je travaillais depuis des années m'a prise à part lors d'un enlèvement de routine. « Tu prévois toujours de rester à long terme ?» a-t-il demandé nonchalamment. Quand j'ai hésité, il a hoché la tête comme s'il connaissait déjà la réponse. « Quoi que tu fasses, » a-t-il dit, « tu es doué. » Les gens le remarquent. Quelques jours plus tard, un client m'a envoyé un email en privé, me remerciant pour un projet récent et me demandant si j'envisagerais un jour de travailler en indépendante. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas encore prête. Mais pour la première fois depuis ma remise de diplôme, je me suis permis d'envisager la possibilité que mon avenir n'ait pas à exister dans un endroit qui avait déjà décidé que je n'y avais pas ma place. Et juste au moment où cette pensée s'installait, mon téléphone a sonné. Le nom de mon père s'est allumé sur l'écran. Mon père ne m'appelait généralement pas directement pendant les heures de travail, alors quand son nom s'est allumé sur mon téléphone, j'ai su que quelque chose n'allait pas. « Harper », dit-il au moment où j'ai répondu. Sa voix était tendue, contrôlée, mais crispée. « Nous avons une situation. » Je me suis appuyé contre mon camion, le moteur encore éteint, regardant la poussière flotter à travers les portes ouvertes de l'atelier. Pendant des années, ce son, le faible bourdonnement des machines, le grattement des outils, m'avait semblé être chez moi. « Quel genre de situation ?» ai-je demandé. « Notre plus gros client a des inquiétudes, » dit-il. Il pose des questions techniques, des choses que seul toi gères habituellement. J'ai attendu. Ils t'ont spécifiquement demandé, ajouta-t-il doucement. Pendant un moment, je n'ai rien dit. Je n'essayais pas de marquer un point. J'écoutais la façon dont sa voix changeait quand il avait besoin de quelque chose de moi. La panique qu'il essayait, en vain, de cacher. J'ai tout documenté, dis-je finalement. Tout est dans le système partagé. Il y eut une pause, puis une expiration brusque. Ils ne veulent pas de documents, dit mon père. Ils veulent être rassurés. Être rassurés ? Le mot m'a presque fait rire. Je te rappelle, dis-je, et j'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse en dire plus. Ce soir-là, c'était notre dîner de famille habituel. La même maison où j'ai grandi. La même table polie jusqu'à refléter les lumières chaudes du plafond. Normalement, j'arrivais tôt pour aider. Ce soir-là, je suis arrivé exactement à l'heure. Ma mère, Hélène, disposait les assiettes quand je suis entré. Elle a levé les yeux, a souri brièvement, puis a baissé le regard, ajustant une serviette qui n'en avait pas besoin. Ma sœur Madison est arrivée ensuite, parfaitement apprêtée, le téléphone déjà à la main. Mon père a suivi, portant une bouteille de vin comme si de rien n'était. Nous nous sommes assis. Il y a eu des banalités. Madison a mentionné une publication récente qui avait bien marché. Ma mère a hoché la tête d'un air approbateur. Mon père a commenté la météo. Tout semblait répété, comme une scène qu'ils avaient pratiquée sans moi. J'ai sorti un mince dossier de mon sac et je l'ai placé au centre de la table. Personne n'y a touché. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé mon père. « Vous savez ce que c'est ?» dis-je. La main de ma mère s'est immobilisée. Les yeux de Madison ont balayé le dossier, puis sont revenus à son téléphone. Je l'ai ouvert à la page que j'avais mémorisée et je l'ai glissé plus près d'eux. J'ai trouvé ça par accident, dis-je d'un ton égal. Mais ça explique beaucoup de choses. Mon père s'est penché en avant, lisant. Sa mâchoire s'est crispée. Ma mère n'a pas regardé la page. Elle m'a regardé. C'est de la planification d'entreprise, dit-elle calmement. Tu n'étais pas censé le voir pour l'instant. Pour l'instant, ai-je répété. Donc, il y avait un moment où vous aviez prévu de me dire que j'étais en train d'être mise à l'écart.
Madison a finalement levé les yeux. Tu exagères, dit-elle, d'un ton léger, presque ennuyé. C'est juste de la structure. Une structure qui te donne tout, dis-je en me tournant vers elle. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère a soupiré, un son lourd de déception habituelle. Harper, dit-elle, tu as toujours été doué de tes mains. C'est ta force. Mais le leadership demande un autre type d'esprit. La voilà. La phrase que j'avais entendue par bribes toute ma vie, enfin dite sans ménagement. Vous voulez dire que je suis utile, dis-je lentement. Mais pas digne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mon père est intervenu rapidement. C'est exactement ce que vous avez dit, ai-je répondu. Juste étalé sur des années. Le silence est tombé sur la table. Puis le téléphone de mon père a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, a froncé les sourcils et s'est levé. Je dois prendre cet appel. Il s'est éloigné, sa voix baissant alors qu'il répondait. J'ai regardé ses épaules se tendre, j'ai vu la couleur quitter son visage. Quand il est revenu, la bouteille de vin oubliée sur le comptoir, son expression était différente. C'est le client, dit-il. Ils ne sont pas à l'aise pour continuer. Madison a ricané. Il bluffe. Non, il ne bluffe pas, a sèchement répondu mon père, puis il s'est repris. Il s'est tourné vers moi. Il te demande. Ils ont dit que si tu n'es pas impliqué, ils reconsidèrent leur décision. J'ai croisé son regard. Je vous ai dit que tout ce dont vous avez besoin est documenté. Ils ne veulent pas de documents, dit-il. Ma mère nous a regardés tour à tour, la confusion vacillant sur son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dis-je doucement, que la relation était avec moi. Pas avec la marque, pas avec l'image. Avec moi. Madison a ri, un rire sec et incrédule. C'est ridicule. Il travaille avec celui qui livre la marchandise, ai-je répondu. Qui répond à leurs appels la nuit? Qui règle les problèmes avant qu'ils n'en deviennent? Mon père s'est frotté le front. Harper, nous avons besoin que tu interviennes, juste cette fois. L'ironie m'a presque fait sourire. Et après que j'ai réglé ça, ai-je demandé, je retourne à mon rôle à éliminer progressivement? Nous pouvons revoir les choses, dit-il faiblement. Ma mère s'est penchée en avant. Tu es égoïste. Cela nous affecte tous. Non, dis-je calmement. Cela affecte le système que vous avez construit. Une autre vibration. Mon père a de nouveau vérifié son téléphone. Sa main tremblait. Il se retire, dit-il. Avec effet immédiat. Madison s'est levé. C'est impossible. Ils ont envoyé un préavis, a-t-il répondu. C'est terminé. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd. Mon père m'a regardé comme s'il me voyait clairement pour la première fois, et bien trop tard. Tu pourrais arrêter ça, dit-il. J'ai secoué la tête. Non, ai-je répondu. Je ne pourrais pas. Plus maintenant. Le silence qui a suivi n'était pas bruyant. Il était final. Je n'ai pas quitté cette maison en colère. Cela m'a même surprise. J'ai rassemblé le dossier, l'ai glissé dans mon sac et me suis levé lentement. Mon père a tendu la main comme pour m'arrêter, puis a hésité, sa main planant dans les airs avant de retomber à ses côtés. Personne ne m'a suivi jusqu'à la porte. Personne ne s'est excusé. Personne n'a essayé d'expliquer. Ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le lendemain matin, je ne me suis pas présenté à l'atelier. Au lieu de cela, je me suis assise à ma table de cuisine avec un carnet et j'ai noté toutes les responsabilités que j'avais discrètement absorbées au fil des ans. Relations clients, supervision technique, réparation d'urgence, résolution de problèmes en dehors des heures de bureau. La liste était plus longue que prévu. La voir étalée à l'encre m'a serré la poitrine, non pas de fierté, mais de clarté. Vers midi, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord mon père, puis ma mère, puis Madison. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Quand j'ai finalement répondu, ce n'était pas avec émotion. C'était avec structure. J'ai envoyé un court email, professionnel et calme. J'ai expliqué qu'avec effet immédiat, je ne fournirais plus de travail non rémunéré,
de consultation informelle ou de soutien d'urgence. Toute implication future nécessiterait un accord écrit décrivant la rémunération, l'autorité et l'étendue des responsabilités. Rien de dramatique, rien de menaçant, juste des limites. Ma mère a répondu la première. Elle a dit que j'étais froide, que je déchirais la famille, que je choisissais l'argent plutôt que la loyauté. Je n'ai pas argumenté. J'ai transmis sa réponse à mon avocat. Car voici la vérité que j'avais évitée pendant des années, la loyauté sans protection n'est pas de l'amour, c'est de l'exposition. Et j'avais été exposé pendant longtemps. Au cours des jours suivants, les conséquences se sont propagées. Les fournisseurs ont commencé à demander des confirmations que personne ne pouvait donner. Les clients ont demandé des réunions qui étaient sans cesse reportées. Les emails internes sont devenus plus longs, plus frénétiques. Le système que j'avais discrètement soutenu ne s'est pas effondré d'un seul coup. Il a calé, s'est tendu et a commencé à montrer exactement à quel point il avait été dépendant de quelqu'un qui le refusait de reconnaître. Mon père a rappelé, cette fois plus calme, plus mesuré. Parlons, dit-il. Nous pouvons trouver une solution. Nous le pouvons, ai-je convenu, par l'intermédiaire d'avocats. Cela a mis fin à l'appel. J'ai fini de documenter tout ce à quoi je m'étais déjà engagé, proprement, soigneusement, de manière responsable. Je n'ai pas laissé le chaos derrière moi. J'ai laissé la clarté. Et lorsque mon transfert final a été terminé, je me suis retiré sans claquer de porte ni brûler de pont, juste en fermant une. Pour la première fois depuis ma remise de diplôme, mes journées étaient calmes, déstabilisantes au début, puis paisibles. J'ai dormi toute la nuit. J'ai pris mes repas sans vérifier mon téléphone. J'ai senti mes épaules se détendre, la tension s'écoulant lentement d'un corps qui avait été sur ses gardes pendant des années. Je n'ai rien gagné de ma famille, mais j'ai récupéré quelque chose de bien plus important, mon temps, mon autonomie et le droit de décider ce que je donnerais et ne donnerais plus gratuitement. Le calme n'a pas duré éternellement. Environ une semaine après m'être complètement retiré, un email est arrivé d'un nom que je reconnaissais, mais à qui je n'avais jamais parlé en dehors du travail. Laura Bennett, quelqu'un avec qui je n'avais traité que professionnellement, quelqu'un qui avait observé comment je gérais les problèmes sans jamais connaître toute l'histoire derrière. Elle n'a pas posé de questions sur ma famille. Elle n'a pas posé de questions sur les retombées. Elle a posé des questions sur ma disponibilité. Nous nous sommes rencontrés pour un café un mardi matin. Pas de bruit d'atelier, pas d'urgence, pas d'attente que je prouve ma loyauté avant d'être prise au sérieux. Elle a écouté pendant que j'expliquais ce que je faisais, comment je pensais, comment j'abordais les systèmes déjà sous tension. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête une fois et a dit quelque chose de si simple que ça m'a presque prise au dépourvu, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Les termes étaient clairs. Un salaire équitable, une autorité définie, de vraies limites, pas d'urgence nocturne déguisée en faveur, pas de vagues promesses sur un avenir incertain. Tout était écrit. Tout était respecté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon emploi du temps m'appartenait. Je ne me réveillais pas avec l'angoisse au ventre. Je ne me sentais pas coupable de quitter le travail à l'heure. J'ai remarqué des choses que je n'avais pas remarquées depuis des années. Le silence des matins. Le meilleur goût de la nourriture quand on la mange lentement. Ce que ressent mon corps quand il n'est pas constamment préparé pour la prochaine crise. Mon téléphone sonnait moins souvent. Quand il le faisait, je choisissais de répondre ou non. Mes parents ont continué à me contacter, leurs messages tournant autour de la vérité sans jamais l'atteindre. Mon père parlait de regrets sans le nommer. Ma mère parlait de famille sans reconnaître les dommages. Madison publiait plus que jamais, des légendes confiantes, des images soignées, mais quelque chose en elle semblait plus mince maintenant, plus bruyant, comme une assurance destinée à elle-même. Je n'ai pas répondu, non par dépit, mais par clarté. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur reconnaissance pour valider ce que je savais déjà. J'avais construit de la valeur en silence pendant des années. J'avais survécu au fait d'être négligé, minimisé et sous-estimé. Et maintenant, j'étais enfin dans un endroit où rien de tout cela ne me définissait. Je ne repartais pas de zéro. Je partais libre. Je croyais autrefois qu'être nécessaire était la même chose qu'être valorisé. Que si je travaillais plus dur, que je restais plus longtemps, que je sacrifiais plus, quelqu'un finirait par me regarder et me dire « Tu as ta place ici ». J'ai construit tout mon sentiment de valeur autour de cette idée.
Même quand cela continuait de me coûter mon sommeil, ma paix et ma dignité. Partir m'a forcé à voir la vérité. Je ne partais pas parce que j'étais faible. Je partais parce que je comprenais enfin ma valeur. Ma famille ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Ils se sont ajustés lentement, douloureusement, de manière que je ne me sentais plus responsable de gérer. Certains jours, la culpabilité essayait encore de revenir, mais elle ne durait pas. Je me rappelais que me protéger n'était pas une trahison. C'était de la survie. Et la survie, ai-je appris, peut être silencieuse. Pas de cris, pas de vengeance. Juste la décision constante d'arrêter de se donner à des gens qui confondent l'accès avec un droit acquis. Aujourd'hui, mon travail est respecté, mon temps est protégé et mon avenir ne dépend plus de la décision de quelqu'un d'autre de me choisir. Si cette histoire vous semble familière, si on vous a déjà dit que vous étiez utile mais pas digne, souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas besoin de permission pour quitter un endroit qui continue de vous faire du mal. Vous ne devez pas loyauté à un système construit sur votre silence. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de rester. C'est de vous choisir et d'avancer sans regarder en arrière.